Ils se sont moqués de lui. Ils lui ont menti. L'un, dit-il, m'a piégé dans le pire film de ma carrière. Un autre, « Tu as baisé ma femme !» aurait hurlé Stallone au téléphone, mettant ainsi fin à une amitié avec Eddie Murphy qui ne s'en est jamais remise. Pendant des décennies, ces rancunes ont circulé à voix basse sur les plateaux hollywoodiens. Rôles sabotés, scripts volés, insultes privées devenues humiliations publiques. Mais aujourd'hui, Stallone en a fini avec la diplomatie. À 79 ans, il révèle enfin les 5 noms qui ont hanté sa carrière, des hommes qu'il qualifie de rivaux, de traîtres, de poignards dans le dos. Ce n'est pas une question d'ego, c'est personnel. Bruce Willis, avide et paresseux. Willis dehors, Harrison Ford arrive. Excellente nouvelle. J'attendais ça depuis des années. Avide et paresseux, une recette certaine pour l'échec. Ce qui avait commencé comme une alliance solide entre 2 stars de films d'action, Bruce Willis et Sylvester Stallone, a explosé en un véritable clash hollywoodien en 2013. Les 2 acteurs avaient collaboré sur la franchise The Expendables, Willis incarnant le mystérieux agent de la CIA, Mr. Church. Mais en coulisses, la tension montait. Le point de rupture est survenu lors des négociations pour The Expendables 3. Willis s'est vu offrir 3 millions de dollars pour seulement 4 jours de tournage en Bulgarie. Il en a exigé 4 millions. Stallone a refusé et a exprimé sa colère publiquement. Sur Twitter, non seulement il a annoncé le remplacement de Willis par Harrison Ford, mais il l'a aussi qualifié d'avide et paresseux, saluant ce changement comme une amélioration attendue depuis longtemps. Dans une industrie où les conflits sont habituellement masqués par le sourire des relations publiques, l'attaque frontale de Stallone était d'une brutalité rare. La demande de 1 million par jour a été jugée excessive, surtout dans une franchise fondée sur la nostalgie et l'esprit d'équipe. Des sources internes affirmaient que l'attitude de Willis allait à l'encontre de l'ambiance familiale que Stallone voulait instaurer. Pour Stallone, The Expendables était une lettre d'amour au cinéma d'action. Pour Willis, ce n'était qu'un chèque. Ce fossé a rendu le différend financier d'autant plus personnel. Cette attaque publique a choqué fans et professionnels du milieu. Stallone semblait savourer l'instant. En privé, il vantait déjà Harrison Ford comme étant un meilleur acteur, une personne plus agréable et une direction plus intéressante pour le film. Le message était clair. Willis n'était pas seulement écarté, il était indésirable. Leur histoire commune remontait pourtant bien avant The Expendables. Dans les années 1990, Stallone, Willis et Schwarzenegger avaient investi ensemble dans la chaîne de restaurants Planet Hollywood. Même si ce n'était pas une collaboration artistique, cela les liait dans l'image publique. Mais cela n'a pas empêché Stallone de brûler publiquement les ponts lorsqu'il s'est senti trahi. Les tensions n'étaient pas qu'une affaire d'argent. Willis s'était depuis longtemps lassé du genre action. « Les explosions sont l'un des aspects les plus ennuyeux de mon métier », disait-il en 2013. « Quand tu en as vu quelques-unes, ça ne te fait plus rien. » Cette distance créative l'éloignait encore plus de Stallone, qui, lui, cherchait à raviver la grandeur spectaculaire des films d'action des années 80. Après cela, silence radio du côté de Willis. Il n'a jamais répondu publiquement à l'attaque de Stallone. Mais l'amertume est restée, jusqu'en 2022, quand la famille de Willis a révélé qu'il souffrait d'aphasie, une maladie neurologique affectant le langage et la communication. Le conflit a alors pris une tournure tragique. Stallone a réagi avec émotion, déclarant au Hollywood Reporter « Bruce traverse une période vraiment difficile. Il est devenu injoignable. Ça me tue. C'est tellement triste. » Il a ensuite posté d'anciennes photos d'eux deux sur les réseaux sociaux, écrivant « On a parcouru un long chemin ensemble. Je prie pour toi et ta merveilleuse famille. » Malgré ce geste public de soutien, des sources affirment que Stallone et Willis ne se sont jamais reparlé directement depuis le diagnostic. Leur réconciliation fut plus symbolique que réelle. Aujourd'hui,
Stallone reste actif avec des projets comme Tulsa King, tandis que Willis s'est entièrement retiré du métier d'acteur. Quelques films tournés avant sa maladie restent encore à sortir. Leur rupture, désormais silencieuse, demeure l'une des plus visibles et chargées d'émotions entre icônes du cinéma d'action, nourries par l'orgueil, l'argent et deux visions diamétralement opposées de ce que signifie laisser un héritage. Eddie Murphy, une amitié détruite par une seule accusation. « Tu as baisé ma femme !» aurait hurlé Sylvester Stallone à Eddie Murphy au téléphone. « Du calme, mon frère. J'ai pas baisé ta femme !» aurait rétorqué Murphy. Mais le mal était fait. Je ne lui ai plus jamais reparlé depuis ce jour-là, confiait Eddie Murphy à Rolling Stone en 1989. La querelle entre Sylvester Stallone et Eddie Murphy reste l'une des plus dramatiques et émotionnellement intenses de toute Hollywood dans les années 1980. Ce qui avait commencé comme un respect mutuel entre deux superstars s'est transformé en une guerre froide de jalousie, de soupçons et d'une trahison très personnelle. Les origines de leur animosité remontent au début des années 80, lorsque Stallone avait été initialement pressenti pour incarner Axel Foley dans Beverly Hills Cop. Inconfortable avec le ton comique du scénario, il l'avait entièrement réécrit à sa manière, y ajoutant une fin explosive impliquant une Lamborghini et un train de marchandises. Paramount, peu impressionné, l'avait écarté du projet. Eddie Murphy avait alors été choisi. Son génie d'improvisation transforma le film en un phénomène culturel, rapportant plus de 300 millions de dollars dans le monde. Loin d'en vouloir à Murphy pour son succès, Stallone l'avait même respecté, du moins au départ. Mais quelques années plus tard, tout allait basculer. En 1987, Beverly Hills Cop 2 était en préparation. Le rôle de la méchante fut attribué à Brigitte Nielsen, alors épouse de Stallone. Selon Nick de Semlien dans Wild and Crazy Guys, Murphy n'avait engagé Nielsen qu'en clin d'œil amical à Stallone. Mais ce geste de bonne foi se retourna spectaculairement contre lui. En plein tournage, des rumeurs enflèrent dans Hollywood. Murphy et Nielsen auraient une liaison. Stallone les entendit et y crut. Il appela Murphy directement et explosa. « Tu as baisé ma femme !» L'accusation, dénuée de preuves mais remplie de rage, mit fin à leur relation sur le champ. Murphy confiera plus tard à Rolling Stone « On en a parlé, mais je crois qu'au fond de lui, il ne saura jamais vraiment la vérité. » Ce doute, fondé ou non, suffit à détruire leur amitié à jamais. Le conflit ne s'est pas limité aux mots. On raconte que Stallone aurait quitté une fête dès l'arrivée de Murphy, preuve que la fracture était profonde. Plus tragiquement, leur brouille a fait échouer plusieurs projets communs très ambitieux. Les deux hommes avaient notamment discuté de co-jouer dans un troisième opus du Parrain aux côtés d'Al Pacino. D'autres projets évoqués incluaient des comédies d'action comme Soldiers of Misfortune et Boys. Tous furent discrètement abandonnés après les soupçons de liaison entre Murphy et Nielsen. Pour enfoncer le clou, Murphy n'hésita pas à se moquer, plus tard, du rôle manqué de Stallone dans Beverly Hills Cop. Lors d'une interview avec Jake Stakes en 2024, il déclara en plaisantant que Stallone aurait fait d'Axel Foley un personnage dur au lieu d'amusant. Il aurait dit « Tu me suis? Je vais te foutre une banane dans l'échappement. » Aucune drôlerie. Ça aurait été menaçant. Même sur le ton de l'humour, la pique visait le cœur de l'échec de Stallone à adapter le film à son image, sérieuse et musclée. Fait intéressant, Stallone ne laissa pas son script original partir à la poubelle. Il le transforma en Cobra, sorti en 1986, mélangeant des éléments du roman Fair Game de Paula Gosling. Bien que démoli par la critique et nommé à plusieurs Razzies, Cobra rapporta tout de même 160 millions de dollars dans le monde, la preuve que Stallone pouvait encore cartonner au box-office, mais la blessure restait. En 2019, lors d'une interview avec Fandango, il révéla envisager une adaptation de Cobra en série pour le streaming avec Robert Rodriguez. Malgré tout, l'ombre de Beverly Hills Cop planait toujours. L'approche comique de Murphy avait redéfini le genre du buddy cop, laissant Stallone sur le bord de la route dans cette course-là.
Des décennies plus tard, aucun des deux hommes n'a publiquement exprimé l'envie de recoller les morceaux. Stallone, surtout, ne s'est jamais vraiment confié sur le sujet, laissant le silence en dire long. Son divorce avec Brigitte Nielsen en 1987 a peut-être donné raison à Murphy avec le recul. Mais pour Stallone, le doute ne s'est jamais dissipé. Kirk Douglas, ego en conflit et scénario brisé. Kirk ne dit pas ses répliques. Kirk n'aime pas ses répliques. Se souvient le réalisateur Ted Kotcheff à propos des exigences étranges de Kirk Douglas sur le tournage de First Blood, juste avant qu'il ne quitte le film, remplacé en urgence par Richard Crenna. La querelle entre Sylvester Stallone et Kirk Douglas est l'une des rivalités en coulisses les plus explosives, mais les moins connues, de Hollywood. Nourrie par des affrontements créatifs, des égos blessés, et même un coup physique, cette tension s'est étalée sur 2 décennies et tourna autour de 2 films, First Blood et Oscar. Bien qu'ils appartiennent à 2 générations différentes, Douglas, titan de l'âge d'or hollywoodien, et Stallone, icône moderne du cinéma d'action, leurs styles n'ont jamais été complémentaires. Ils se sont affrontés profondément. Tout a commencé avec First Blood, le film qui a fait découvrir John Rambo au monde. Stallone, déjà superstar après Rocky, réécrivait le scénario pour humaniser son personnage et livrer un message fort sur les vétérans traumatisés. Douglas, choisi pour incarner le colonel Trotman, insistait pour une fin fidèle au roman. Rambo meurt. Stallone a catégoriquement refusé. Kirk disait « Rambo doit mourir. Rambo doit mourir », se souvenait Stallone. Je comprends ça, mais pas dans ce film. Pour Stallone, tuer Rambo n'était pas juste une divergence artistique, c'était une trahison de l'arc émotionnel du personnage, une gifle pour les vétérans du Vietnam. Douglas, de son côté, qualifiait son idée de « plus artistique ». Le conflit prit une telle ampleur que Douglas refusa de dire les répliques telles qu'écrites. Il parlait constamment de lui-même à la 3e personne. Kirk n'aime pas cette réplique, et tentait même de voler les répliques d'autres personnages. Le réalisateur Ted Kotcheff prévint les producteurs « Il va ruiner notre film, artistiquement et financièrement ». La production lui lança un ultimatum, respecter le script ou partir. Douglas choisit de partir, lançant « Kirk s'en va ». Richard Crenna fut appelé en urgence, et le film reprit sans Douglas. Des années plus tard, Stallone rapportera que Douglas plaisantait. « Ma version était la meilleure, Sly, elle était artistique. Mais bon, tu aurais été ruiné. » Mais ce n'était pas la fin de leur désaccord. En 1991, Stallone engagea Douglas pour incarner son père dans la comédie Oscar. Ce qui aurait dû être une collaboration réconciliatrice vira au physique. Dans une scène, Douglas devait donner une simple gifle. Stallone, bravache, le provoqua. « Vas-y franchement, montre-moi ce que tu as dans le ventre. » Douglas n'hésita pas. Il envoya des vrais coups, revers et directs. « Je plaisantais », avouera Stallone plus tard. Mais Kirk, lui, non. Il a vraiment essayé de me tuer. Le réalisateur, ravi de l'énergie de la scène, demanda une autre prise. Stallone répondit « Vous êtes fou? Je suis en train d'avoir des lésions cérébrales. » Malgré les coups, physiques et émotionnels, Stallone continua à parler de Douglas avec respect en public, surtout après sa mort à 103 ans. Mais le ressentiment ne disparut jamais. Stallone était convaincu que Douglas avait failli saboter First Blood, un film qui devint une franchise à succès, rapportant plus de 125 millions de dollars et faisant de Stallone un mastodonte du box-office. La fin tragique que Douglas défendait fut abandonnée après qu'un public test menaça de pendre le réalisateur. Stallone fut ainsi validé par les spectateurs. Douglas, lui, fut effacé de la légende Rambo. En privé, certains proches affirment que Stallone ne lui a jamais pardonné. Pour lui, Douglas incarnait une époque révolue, pompeuse, rigide, déconnectée des émotions du public. Stallone le considérait comme un saboteur.
Douglas pensait défendre l'art. Stallone essayait de sauver sa carrière, mise à mal après des échecs comme Nighthawks. Les enjeux n'étaient pas les mêmes. Le choc était inévitable. Des années plus tard, lorsqu'on demanda à Douglas s'il regrettait d'avoir quitté First Blood, il répondit sans détour « Politiquement et artistiquement, ma fin était la bonne. La tienne a juste rapporté de l'argent. » Pour Stallone, tout était dit. Douglas n'avait jamais compris le public, ou ne voulait pas le comprendre. À ses yeux, il avait failli tuer Rambo avant même que le personnage puisse vivre. Stallone n'a jamais publiquement insulté Douglas, mais la tension transpire dans ses interviews, les commentaires audio des DVD et dans le souvenir encore vif de cette gifle sur le tournage d'Oscar. Il ne détestait pas Kirk Douglas en tant qu'homme, mais il détestait le chaos qu'il avait semé et l'arrogance qui, selon lui, avait failli lui coûter tout. Richard Gere. Comment une tache de moutarde a alimenté une rivalité hollywoodienne de 50 ans. Je lui ai mis un coup de coude sur le côté de la tête. Sylvester Stallone a littéralement jeté Richard Gere hors de sa voiture dans un accès de rage qui poussa l'acteur à jurer de ne plus jamais travailler avec la star de Rocky. En 1974, Sylvester Stallone et Richard Gere étaient deux jeunes talents prometteurs réunis pour le drame initiatique The Lords of Flatbush. Ce qui aurait dû être un tremplin commun est rapidement devenu l'une des rancunes les plus tenaces d'Hollywood. Selon Stallone, leurs personnalités se sont heurtées dès le premier jour. Le style d'acteur très théâtral et basé sur la méthode de guerre ne convenait pas à Stallone, qui privilégiait une approche plus physique et instinctive. Il décrivit Gere comme arrogant, paradant dans sa veste de motard trop grande comme s'il était le chevalier le plus redoutable de la table ronde. La tension atteint son point de rupture lors d'une pause déjeuner à Coney Island. Stallone raconte qu'il mangeait un hot-dog à l'arrière d'une Toyota lorsque Gere est monté dans la voiture exiguë avec un demi-poulet dégoulinant de moutarde. Stallone l'aurait prévenu de faire attention. Gere l'ignora. Lorsque la moutarde tomba sur le pantalon de Stallone, ce dernier explosa. « Je lui ai mis un coup de coude sur le côté de la tête et je l'ai carrément poussé hors de la voiture », déclara Stallone à Ain't It Cool News. Les réalisateurs du film, Steven Verona et Martin Davidson, durent intervenir. Ils prirent finalement le parti de Stallone et Gere fut licencié. Le rôle de Chico Tyrell revint alors à Perry King. Les conséquences furent immédiates. Gere aurait juré de ne plus jamais travailler avec Stallone. Pour ce dernier, l'incident renforça son image d'acteur intransigeant qui ne tolère aucun manque de respect. Pour Gere, ce fut un renvoi humiliant. Stallone jeta plus tard de l'huile sur le feu en affirmant que Gere pensait qu'il était à l'origine de la fameuse « rumeur du gerbille », une légende urbaine grotesque qui colla à la peau de Gere pendant des décennies. Stallone nia toute implication, mais le simple fait d'évoquer la rumeur amplifia l'hostilité entre les deux. Leur querelle ne s'arrêta pas aux années 70. En 1995, les deux faillirent en venir aux mains lors d'un dîner chez Elton John. D'après l'autobiographie Me d'Elton, les deux acteurs étaient présents à un dîner privé, tout comme la princesse Diana. Gere et Diana auraient sympathisé, échangeant calmement près de la cheminée. Stallone, qui aurait eu des vues sur la princesse, devint visiblement agité. Au moment du dîner, les deux hommes étaient introuvables, jusqu'à ce qu'on les découvre dans le couloir, prêts à se battre. Diana, elle, resta parfaitement calme. Stallone quitta la soirée furieux, lâchant « Si je l'avais vraiment voulu, je l'aurais eu ». Et ce n'était pas la seule fois que les médias rapportèrent des tensions. Certaines rumeurs évoquaient des rivalités autour de Cindy Crawford, alors épouse de Gere. Selon Esquire, Gere aurait un jour confronté Stallone en déclarant « J'ai entendu dire que tu couchais avec ma femme ». Accusation que Stallone qualifia de bizarre et totalement fausse. Malgré les années, la querelle ne s'est jamais apaisée. Gere est resté discret, préférant le silence au scandale. Stallone, lui, n'a jamais exprimé le moindre regret. Dans plusieurs interviews,
Il a continué à ridiculiser le comportement de Jerry pendant Flatbush, allant jusqu'à dire qu'il était impossible à gérer. La rancune est devenue une telle légende à Hollywood que Quentin Tarantino y fit référence dans un billet de blog de 2019 pour le Beverly Cinema, qualifiant le conflit de duel au poulet moutarde. La rumeur du gerbille, apparue dans les années 1980, n'a fait qu'aggraver la situation. Bien qu'amplement démentie, elle est restée une blague culturelle qui a hanté Guéret toute sa carrière. L'insinuation que Stallone en serait l'auteur a ravivé la tension, malgré ses dénégations. Le journaliste Mike Walker du National Enquirer avoua « Je n'ai jamais autant bossé sur une histoire de toute ma vie. Je suis convaincu que ce n'est qu'une légende urbaine. » Dans une interview accordée à Metro UK en 2008, Guerre déclarait « J'ai arrêté de lire la presse depuis longtemps. Il y a ce mythe urbain célèbre selon lequel j'aurais mis un hamster dans mon derrière. C'est une perte d'énergie. Le fait qu'il ne nomme jamais Stallone reflète soit un désir d'en finir, soit une volonté de ne pas raviver le feu. En 2025, ils n'ont toujours pas retravaillé ensemble. Pas de réconciliation, pas d'excuses, aucune résolution. Et il est fort probable qu'il n'y en aura jamais. Dans une industrie où les rancunes s'estompent généralement avec le temps, celle entre Stallone et Guerre est une exception rare. Une querelle qui a survécu à toute une époque. Arnold Schwarzenegger, la guerre des titans de l'action. On se détestait, on se lançait des piques, on faisait des trucs méchants, on disait des choses horribles l'un sur l'autre. Que des conneries. Arnold Schwarzenegger, Radio Andy sur Sirius XM, 2025. Pendant près de 20 ans, la rivalité entre Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger n'était pas seulement professionnelle, elle était profondément personnelle. Leur querelle a façonné l'âge d'or du cinéma d'action, mais derrière les explosions et les muscles se cachait une guerre froide nourrie par deux des égos les plus massifs d'Hollywood. Tout a commencé en 1977, lors de la 34e cérémonie des Golden Globes. Rocky était nommé dans 6 catégories et Stallone espérait une razzia. Mais les défaites s'accumulèrent. Et Arnold, alors un nouveau venu, remporta le prix de la révélation de l'année pour Stay Hungry. Selon Stallone, Schwarzenegger aurait ri à chacune de ses défaites. Lorsque Rocky remporta finalement le prix du meilleur film, Stallone, furieux, lui lança un bol de fleurs. Ce geste donna le ton pour les décennies suivantes. Dans les années 1980, la rivalité s'intensifia à coups de box-office. En 1985, Arnold déclara au News of the World que Stallone utilisait des doublures pour ses cascades, ajoutant qu'une vraie star serait insultée qu'on mette son nom dans la même phrase. Cette même année, Stallone sortait Rocky IV avec le personnage d'Ivan Drago, géant froid à l'accent prononcé, largement interprété comme une parodie d'Arnold. En 1988, le conflit prit un tournant empoisonné. Un article du News of the World, intitulé « Le secret nazi d'une star hollywoodienne », accusait Arnold de sympathie nazie et évoquait le passé de son père Gustav, qui avait effectivement servi dans l'armée nazie. La source? Apparemment Stallone. Bien que Gustav Schwarzenegger ait eu des liens avec le régime nazi, aucun crime de guerre ne lui a jamais été attribué. Arnold porta plainte et gagna le procès. La journaliste Wendy League déclara ensuite que Stallone avait payé ses frais juridiques. Cette année-là, Stallone serait entré dans une boîte de nuit new-yorkaise, aurait vu une photo d'Arnold et ordonné qu'on la décroche, son entourage l'aurait ensuite détruite. Plus aucun doute, ce n'était plus une guerre médiatique, c'était du personnel. La rivalité se glissa jusque dans leurs films. Dans Twins, Arnold se moquait d'une affiche de Rambo. Stallone répliqua dans Tango and Cash en tabassant un sosie d'Arnold. Dans Demolition Man, son personnage se réveille dans un futur où Schwarzenegger a une bibliothèque présidentielle. Stallone admit plus tard qu'il canalisait sa haine réelle dans ses scènes. Mais le coup le plus notoire fut celui de Stop, or My Mom Will Shoot.
Dans une interview de 2023, Arnold avoua avoir piégé Stallone en prétendant vouloir le rôle. J'ai lu le script. C'était de la merde. Je lui ai dit que c'était génial. Et bien sûr, il a foncé. Le film est allé droit aux toilettes. Le ressentiment de Stallone atteignit des sommets absurdes. Après avoir lu une version préliminaire de la biographie de Wendy Legg en 1990, pleine de révélations sur les stéroïdes, le père violent d'Arnold et les rumeurs nazies, Stallone aurait lâché « Lire ça, c'est mieux que 4 fellations ». Et pourtant, la guerre finit par s'éteindre. À la fin des années 90, les deux hommes voyaient leur puissance au box-office décliner. Puis arriva Planet Hollywood. En 1991, l'avocat d'Arnold, également celui de Stallone, suggéra de faire entrer ce dernier dans le capital du restaurant. Arnold hésita, puis accepta. « J'étais sorti de ma folie », déclara-t-il en 2025, « et je voulais avancer. » L'affaire scella une trêve. Ils partagèrent ensuite l'affiche de The Expendables et Escape Plan et commencèrent à se soutenir publiquement. Mais la mémoire de leur affrontement reste vive. Dans TMZ Presents, Arnold and Sly, Stallone confia « Dès que je l'ai vu, c'était comme bam, 2 alphas qui se cognent. » Schwarzenegger ajouta « Il m'a aidé dans ma carrière. Il me donnait quelqu'un à dépasser. » Ce qui avait commencé par du mépris s'est transformé en respect contraint. Mais pour Stallone, cette rivalité était viscérale, car Arnold ne se contentait pas de le défier à l'écran. Il menaçait de lui voler sa couronne, et Stallone s'est battu comme un damné pour ne pas la lâcher. Nous connaissons 5 noms, mais Stallone a survécu à plus de 50 ans sous les projecteurs, entre studios rivaux, amitiés brisées, divorces houleux et sabotage en coulisses. Et s'il commence aujourd'hui à dévoiler ses noms, vous pouvez parier qu'il y en a d'autres qu'il garde encore pour lui. Y a-t-il d'autres histoires encore enfouies? D'autres querelles enterrées sous des décennies de silence? Lâchez un like si vous voulez une partie 2 et dites-nous en commentaire qui, selon vous, manque à la liste. N'oubliez pas de vous abonner, car à Hollywood, le vrai drame ne s'arrête jamais.